Goyang, dans la banlieue nord de Séoul. Ce mardi, au volant de sa voiture, Kim Byung-soo, 50 ans, se rend à un rendez-vous un peu particulier. Bonjour, vous êtes là pour le test? Oui, oui. Tenez, lisez ça en attendant le test. Et avec ces lingettes, vous allez nettoyer toutes les parties de votre véhicule que vous avez touchées avec la main. Sur un parking municipal, on peut tester ici si on est infecté ou non par le Covid-19. Tout le monde peut le faire, sans sortir de sa voiture. Première étape, remplir un questionnaire. Voici le formulaire à remplir. On demande les régions où j'ai été récemment et mes symptômes. Avez-vous visité la Chine ou l'Europe ou d'autres pays en zone épidémique ces 14 derniers jours? Toux grasse, maux de gorge, frissons, étouffement ou d'autres symptômes respiratoires? Bon, pas plus que d'habitude. Byung-soo se sentait un peu fiévreux ce matin. C'est pour cela qu'il a décidé de se faire tester. Vérification au deuxième arrêt. Vous faites 37,5. Je vais mesurer de l'autre côté pour être sûr. Ce n'est pas trop élevé, 37,5? Disons que vous avez un peu de fièvre si c'est 37,5. Bon, ici c'est 37,2. Maintenant, vous allez aller à l'examen et voir le médecin. Ok, merci. J'avance tout droit? Troisième arrêt, l'examen du docteur. Comme tout le personnel, il porte un équipement intégral de protection. On vient de vous mesurer la température et vous avez une légère fièvre. Puisque c'est comme ça, on va prendre un échantillon pour procéder au test. Voici donc le quatrième arrêt, le prélèvement. C'est un peu désagréable. Ne soyez pas trop surpris, ça va rentrer profond. Et ça, c'est pour la bouche. Faites un grand A, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout, merci. Le test est fini. Le résultat, ça peut prendre maximum 2 jours, en général une journée. En attendant le résultat, merci d'éviter de sortir de chez vous. Si vous habitez avec quelqu'un, il vaut mieux avoir une vie un peu séparée au sein du foyer. Attendez le résultat à domicile, vous allez recevoir un message sur votre portable, ok? Merci beaucoup. Ouf. Je ne m'attendais pas à ce qu'il allait enfoncer si fort. Bon, merci. Comme Byung-soo, des centaines de milliers de Coréens ont passé le test en restant au volant de leur voiture. Si vous avez le moindre symptôme, comme cette petite fièvre, c'est gratuit. Sinon, cela coûte environ 150 € et c'est ouvert à tous. Cette stratégie, c'est la clé du succès coréen. Un dépistage massif, généralisé, qui permet de soigner immédiatement les malades sans attendre que leur état se dégrade et de les isoler pour éviter la contagion. Une politique bien différente de celle suivie par la France, qui a permis à la Corée du Sud de contenir l'épidémie. En Chine, où tout a commencé en décembre dernier, le pays est lui aussi en passe de gagner contre le coronavirus. Dans le Hubei et dans le reste du pays, la guerre a été totale. Avec ses méthodes fortes, le régime chinois a imposé un contrôle sans précédent à sa population. Le résultat est là, plus aucun cas nouveau depuis une semaine. À Taïwan, au large des côtes chinoises, le frère ennemi a réussi à stopper l'épidémie en anticipant la crise comme aucun autre pays au monde, par exemple en produisant des dizaines de millions de masques. Avec ses méthodes plus douces d'une démocratie exemplaire, Taïwan fait désormais figure de modèle. Au Japon, enfin, flotte une incroyable sérénité dans la population. Cette semaine, aucune mesure de confinement n'était encore prise dans l'archipel. Sûr de sa force, le pays assure encore pouvoir maîtriser l'épidémie. Jour après jour, nous avons suivi cette bataille que l'Asie de l'Est est en train de remporter sur le virus. Kim Byung-soo, en Corée du Sud, va dévoiler pour nous l'incroyable arsenal technologique déployé par son pays pour vaincre l'épidémie. Au Japon, Constantin Simon nous racontera comment l'étonnant mode de vie japonais, où les mesures barrières sont culturelles, aide à contenir le virus.
En Chine, Sébastien Le Belzic vit confiné depuis plus de 2 mois avec sa femme et son fils. Grâce au succès chinois contre l'épidémie, il peut enfin sortir de chez lui. Et voilà. Enfin à Taïwan, Lucie Barbazange a découvert comment l'île s'appuie sur une population unie pour faire face à toutes les menaces. Il y a quelques semaines, la France avait peur des Asiatiques. Les Chinois étaient parfois insultés dans nos rues par crainte du virus. Le retournement de l'histoire est spectaculaire. Après avoir incarné le danger de l'épidémie, l'Asie représente désormais peut-être la solution. Enquête sur les méthodes asiatiques pour vaincre le Covid-19. Nous commençons cette enquête en Chine, où cette épidémie est apparue à la fin de l'année dernière. À Pékin, la capitale, nous retrouvons Sébastien Le Belzic, qui habite ici depuis 10 ans. Bon, bah là c'est l'équipement pour sortir, c'est un peu... c'est comme ça depuis 2 mois, donc le masque, très important. Les gants. Il est cloîtré chez lui avec sa famille. Et puis bon, bah on n'a pas grand chose à faire, donc je vais... Les sorties sont rares, 1 ou 2 fois par semaine. Voilà, donc c'est un peu la tenue de combat. C'est parti. On s'habitue au masque. Au début, c'est vraiment hyper pénible à porter. On a un peu du mal à respirer, mais ça fait 2 mois maintenant qu'on le met tout le temps, donc on commence à s'habituer. C'est pas vraiment obligatoire, mais c'est fortement conseillé. Hein. Dans la plupart des magasins, les endroits où on va, on nous demande de le porter. Et puis on vous regarde un peu de travers si vous l'avez pas, donc bon, on préfère le mettre. Voilà. Normalement, on sortait par ici. Voilà, il y avait juste à faire 50 mètres et on était dehors, on pouvait sortir. Mais depuis 1 mois maintenant, on a cette barrière immense. Impossible de sortir, impossible aussi, enfin difficile hein, de passer des colis par-dessus parce qu'on aime beaucoup se faire livrer ici. Donc maintenant, on doit sortir par l'autre côté, quoi. Ça veut dire qu'on doit traverser tout le quartier. Alors, on est toujours sous surveillance ici, hein. Il y a des caméras absolument partout. Ce qui fait qu'il ne faut pas s'aventurer à passer par-dessus le mur ou à essayer de tricher sur les contrôles de sécurité parce que sinon, c'est direct la dénonciation à la police. Ah, il n'y a plus de nouveaux cas enregistrés à Pékin depuis maintenant 2-3 jours, donc on espère que... Voilà, bah, on va essayer de profiter un petit peu du soleil. Pour sortir, un permis est nécessaire. La résidence est devenue une véritable forteresse. Il faut obligatoirement passer par l'unique point de contrôle. Alors voilà, ici c'est le... Voilà, derrière c'est le... La seule porte qui est restée ouverte, c'est le contrôle de sécurité avec les comités de quartier à l'entrée qui contrôlent vos laissez-passer. Donc on va éteindre la caméra parce qu'on n'a pas le droit, à chaque fois je me fais engueuler quand je traverse en essayant de filmer les contrôles. Mais du coup, voilà, on a dû marcher à peu près 500 mètres, peut-être même un petit kilomètre, et arriver à cette porte pour pouvoir sortir et passer les contrôles. Voilà. Les comités de quartier, cellules locales du Parti communiste, ont organisé la surveillance de chaque résidence en y plaçant des gardes 24 heures sur 24. Et ça marche. Depuis le 20 mars, il n'y a plus aucun cas nouveau à Pékin. Voilà, donc là on a passé la barrière, on est donc à l'extérieur de la résidence et c'est là où ils ont installé ces étagères pour recevoir nos livraisons. Parce que désormais, comme il n'y a plus qu'une seule porte, tout le monde doit se faire livrer au même endroit. Parfois il y a des embouteillages. En Chine on se fait beaucoup livrer de colis. Encore plus depuis le début de l'épidémie, puisque beaucoup de magasins sont fermés. Et donc ils ont installé ça, quoi. Voilà, et juste en face, c'est un hôtel où ils placent les gens qui sont arrivés de l'extérieur en quarantaine. Voilà, maintenant toutes les personnes qui arrivent
de l'étranger sont placés systématiquement en quarantaine. Il y a un grand centre au nord de Pékin avec 1 millier de lits. Et pour tous les autres, il y a des petits hôtels comme ça qui ont été réquisitionnés où vous devez passer au moins 2 semaines. À 150 km des côtes chinoises, Taïwan. Il État de 24 millions d'habitants qui a réussi à se préserver de l'épidémie. Depuis la prise de pouvoir communiste en Chine en 1949, Taïwan cultive son indépendance face à sa grande sœur, à la fois son pire ennemi et son meilleur partenaire. Aucune relation politique entre les deux pays. Et pourtant, 1 million de Taïwanais travaillent en Chine. Mais voilà, à ce jour, l'île compte moins de 300 contaminations et seulement 2 morts. Lucie, jeune journaliste française, s'est installée il y a quelques mois dans la capitale, Taipei. Avec ses colocataires taïwanaises, elle a découvert ici un monde complètement différent. Apparently, Claire, on the social media, there is a little dog that gives you advice. Can you tell me more about it? Oui, il y a ce personnage, un adorable petit chien qui a été mis en ligne par le ministère de la Santé pour que le public sache ce qu'il faut faire. C'est sur les réseaux sociaux. Il nous dit par exemple qu'il faut se laver les mains le plus souvent possible. Ce petit chien, c'est Zhong Chai, le porte-parole du ministère de la Santé taïwanais. Le gouvernement mise sur ses mascottes digitales pour répéter les conseils d'hygiène à la population. Des consignes édictées dès le mois de décembre, avant n'importe quel autre pays au monde, avant même Pékin, qui tentait alors d'étouffer l'information. Dès fin décembre, Taïwan impose une quarantaine aux passagers arrivant de Wuhan, l'épicentre de l'épidémie, avant de fermer complètement ses frontières aux citoyens chinois quelques semaines plus tard. En même temps, le pays se lance dans une production massive de masques. Résultat, chaque citoyen peut désormais s'en procurer. Ni hao. Bonjour. Ça fait combien de temps que vous attendez dans cette queue? Une demi-heure. Il faut juste préparer sa carte d'identité. Et avec, une fois par semaine, tu peux acheter des masques en pharmacie. Ah, donc vous avez votre carte? Oui, la voici. Et on peut aussi venir avec la carte d'une autre personne pour lui acheter ses masques, si elle ne peut pas y aller, pour l'aider. C'est 3 masques par adulte par semaine et 5 pour les enfants. C'est 5 $ taïwanais. C'est un système juste. Tout le monde peut obtenir des masques pas chers. Ce qui est bien aussi, c'est que les vendeurs ne peuvent pas modifier les prix des masques. Ils sont tous à ce prix-là. Pour permettre à toute la population d'obtenir des masques, toute l'industrie de l'île est mobilisée pour produire plus pour ses habitants. Lucie a pu accéder cette semaine à l'une des plus grosses usines de masques de Taïwan. C'est la première fois que des journalistes peuvent y pénétrer. Okay. So it will not work with my air. Les normes de sécurité sont très importantes. On est dans une des usines les plus propres de Taïwan. Lucie doit passer plusieurs sas de contrôle. Les bactéries présentes dans l'air de l'usine sont vérifiées plusieurs fois par jour. Depuis fin décembre, les lignes de production tournent ici à plein régime. On a 2 équipes. Elles tournent jour et nuit pour ne faire que du masque chirurgical. Chaque jour, on arrive à en sortir 700 000 et on les livre au gouvernement. Pour éviter la pénurie de masques, le gouvernement taïwanais fournit aux entreprises la matière première. Des soldats ont même été formés pour renforcer les ouvriers des usines. Taïwan, 24 millions d'habitants, est aujourd'hui capable de produire 10 millions de masques par jour. À la sortie de l'usine, nous allons même découvrir qu'une certaine pression est exercée sur les fabricants. Toutes les heures, un policier vient vérifier l'avancement de la production. C'est la police. Ils sont venus contrôler. Le directeur ne semble pas choqué par cet encadrement très strict. Les autorités taïwanaises nous aident beaucoup. Ils nous ont prêté des soldats, ils nous envoient la police, ça booste l'usine, ça nous rend très compétitifs. Voici les clés de la réussite de Taïwan, avoir anticipé alors que les autres pays semblaient ne pas prendre conscience de la situation et avoir réussi la mobilisation générale. Cela marche tellement bien que le gouvernement a décidé d'autoriser à nouveau l'exportation de masques. Il n'y a pas de pénurie à Taïwan.
À 1 heure de vol de Pékin, direction Séoul, en Corée du Sud. Kim Byuk-soo habite un appartement dans la banlieue de la capitale coréenne. 24 heures après avoir passé le test, il attend désormais ses résultats. Donc je vais regarder sur mon portable. Je pense qu'ils ont dû envoyer le message. Ouf, je suis négatif. Et franchement, je suis soulagé. Je peux travailler normalement. Byung-soo souhaite nous emmener à la mairie pour expliquer comment les autorités ont organisé ce dépistage massif. Mais avant de rentrer dans le bâtiment, il y a une nouveauté. Regardez, il y a une cabine pour être désinfectée. Une fois à l'intérieur, ça n'est pas terminé. Contrôle de température systématique. Et si vous faites plus de 37,5, voilà ce qui arrive. Dans ce cas-là, on doit les emmener au centre de test pour vérifier s'ils sont infectés. À l'intérieur de la mairie, on passe toute la journée du désinfectant. Des mesures qui permettent au service public de fonctionner presque comme d'habitude. Le maire de Goyang a été le premier à organiser un centre de test pour ses habitants. Comme ailleurs dans le monde, nous voyons apparaître des petites zones d'infection plus ou moins importantes en Corée. Mais comme nous testons tout le monde et très vite, ils sont soignés à temps, isolés. Et c'est pour cela que nous avons moins de morts chez nous. Nous avons choisi de ne pas limiter les déplacements. Trouver la solution en garantissant liberté de tous, c'était notre plus grand enjeu. Et pour être sûr de ne rien laisser au hasard, les autorités désinfectent sans relâche les rues, les transports en commun, tous les lieux publics. Une étude japonaise affirme que le virus peut persister jusque 2 semaines dans l'environnement. Au détour des carrefours, on trouve même parfois du gel hydroalcoolique à disposition. À 1000 km de là, à Tokyo, la capitale du Japon, c'est tout le contraire. Ici, aucun effort massif pour contrer le virus. Le Japon a pourtant été le premier pays à être touché après la Chine. C'était le 15 janvier dernier. Mais à ce jour, l'archipel compte moins de 1500 cas et une quarantaine de morts. Constantin Simon et sa famille se sont installés ici il y a 2 ans. Tu travailles 1 heure bien en règle, après tu peux regarder un peu de vidéo, d'accord? Voilà, je vais vous montrer un peu la maison. En ce moment, c'est un peu compliqué parce qu'on a les enfants à la maison depuis 1 mois. Les écoles sont fermées. Nous, ça a commencé 1 mois avant la France. La fermeture des écoles, c'est la seule mesure restrictive prise par les autorités japonaises. Ça va, Maya? Tu fais quoi? Ma soeur. Il est avec ce chien. Et pourquoi tu vas pas à l'école? Parce qu'il y a le coronavirus. Depuis l'apparition du virus, les autorités répètent que les cas n'explosent pas dans le pays. La quasi-totalité des régions sont pourtant touchées. Alors, ce qui est bizarre au Japon, c'est qu'il n'y a pas de panique, il n'y a pas d'angoisse, il y a une sorte de sérénité japonaise qui est presque inquiétante parfois. Il y a très peu de tests aussi. On ne sait pas pourquoi le gouvernement ne veut pas tester beaucoup d'habitants. Donc évidemment, ça pose des questions. Est-ce que véritablement l'épidémie ne se propage pas ici? Ou est-ce qu'en fait, le gouvernement nous cacherait une partie de la réalité? Est-ce qu'il ne voudrait pas protéger les JO? Mais bon, ça c'est ce que j'ai cru au début, mais maintenant on vient d'apprendre que les JO étaient reportés. Donc voilà, il y a un mystère japonais. Le Japon a choisi de ne pas tester massivement sa population. Le pays semble confiant et les scènes de panique ont été limitées, sauf pour le papier toilette. Oui. Alors, un des problèmes principaux dans cette crise sanitaire, ça a été la question des papiers toilettes. Il
n'y a pas beaucoup de papier toilette disponible au Japon. Alors nous, on n'a pas été très prudents. Comme vous pouvez voir, on n'a pas fait trop de réserves. Donc après, on n'a plus trop le choix. Va falloir faire à la technique japonaise. Voilà, tous ces boutons japonais, il va falloir trouver le jet d'eau. Mais je vais peut-être faire ça tout seul. Pays des catastrophes naturelles et de Fukushima, le Japon a traversé de nombreuses crises. C'est peut-être ce qui explique ce fatalisme des Japonais. Cette semaine, à Tokyo, le risque d'attraper le virus n'empêchait pas les rues d'être très animées. Voilà, on est à Shibuya, c'est le carrefour le plus connu de Tokyo. Et franchement, rien n'a changé, quoi. Constantin Simon est un habitué du Ruby's, un bar de ce quartier qui ne dort jamais. Comme chaque week-end, l'établissement est bondé. Collés serrés et sans masque, la fête continue. Une scène inimaginable en Europe ces jours-ci. Il y a plein de gens autour de moi qui portent quand même des masques. Mais moi, je m'en fous. Je ne fais pas attention. Ici, les gens ont plus peur de la grippe que du coronavirus. Et il n'y a que des gens âgés qui sont infectés. Une forme d'insouciance individuelle et collective, mais ces jeunes ne sont pas kamikazes. Ils pensent que leur rôle est de continuer à vivre. Oh, le vaccin sera prêt d'ici 6 mois ou 1 an. Alors les jeunes en bonne santé, il faut bien qu'ils sortent pour faire tourner l'économie. Tu sais, on a connu l'ambiance de l'après 11 mars 2011. Le séisme de Fukushima où on a été très contraints aussi. C'est ultra déprimant, donc moi je préfère sortir. Dehors, le patron du Ruby's est même sûr d'avoir pris toutes les précautions nécessaires. On prend nos précautions. People go out, no change because of coronavirus. Il y a plein de monde ce soir. Mes clients sont vraiment très sympas. On s'en fout du coronavirus. On s'en fout, nous. Oups, désolé. Ce soir, Constantin avait pourtant prévu un masque pour se protéger. Moi, je suis le seul qui a apporté ce masque. Mais ici, si je le mets, je crois vraiment qu'on va me prendre pour un fou, quoi. Ah non, maman! Mais non! Ok, ça va. Moi, je dois le porter, ce masque. Un geste provocateur, minoritaire dans un pays où on a l'habitude de porter des masques à la moindre maladie. L'épidémie, certes, reste modérée au Japon, mais le Premier ministre et les autorités sanitaires commencent à s'inquiéter. Face à l'attitude de la population, les contaminations pourraient flamber, comme en Europe, ou comme en Chine, où tout a commencé. Retour à Pékin, en Chine. À chaque carrefour, à chaque ruelle, des dizaines d'agents avec des brassards ou des tenues rouges. Impossible de faire 100 mètres sans être arrêté. Il paraît qu'il y a au moins 160 000 membres des comités de quartier à Pékin. Ça fait à peu près une personne pour 30-40 habitants. Donc autant vous dire qu'ils connaissent tout le monde. Donc on n'arrive pas à les prendre en défaut. Bon, de toute façon, le principe, c'est pas de tricher, hein, c'est de se plier aux mesures de sécurité, surtout qu'on nous a bien expliqué qu'on risquait des poursuites judiciaires si on s'aventurait à ne pas respecter les règles. Voilà, ils sont très nombreux, là. Ces forces de l'ordre improvisées, ce sont les comités de quartier, des cellules du Parti communiste censées contrôler politiquement la population. C'est tout l'appareil répressif du parti Non qui a été reconverti en force de contrôle sanitaire. Si vous n'êtes pas résident, impossible de passer. Café ? Ici,
Sébastien obtient l'autorisation de se rendre dans un commerce dans cette ruelle. Il faut laisser son nom, son adresse, son téléphone. Pourquoi? Parce que si un cas est avéré parmi cette liste, tous ceux qui sont passés par là au même moment seront retrouvés et à leur tour testés ou mis en quarantaine. No problem. Ok. Ça nous permet quand même d'accéder à ces petites ruelles. Ici, il y a surtout beaucoup de cafés, de bars, donc si personne ne peut rentrer, ils vont tous faire faillite. Mais ce n'est pas tout. Une fois dans la bonne ruelle, entrer dans un commerce n'est pas garanti. Chez ce coiffeur, par exemple, il faut connecter son téléphone avec ce QR code. Et avec mon numéro de téléphone, il va m'indiquer si pour moi c'est possible d'accéder à cette boutique sans prendre de risque. Donc là, ça indique que je n'ai pas voyagé ces 2 dernières semaines et que donc je peux tout à fait rentrer ici et utiliser les services de cette boutique. Voilà, donc c'est un système assez pratique et qui est installé dans la plupart des magasins à Pékin. Le coiffeur peut ainsi savoir si vous êtes malade, mais aussi si vous avez simplement croisé un malade. Il peut alors refuser de vous coiffer. Donc c'est une façon effectivement de contrôler les gens. Alors après, on ne sait pas trop effectivement où ces informations sont obtenues, comment, mais bon, ça veut dire que juste avec votre numéro de téléphone, les autorités chinoises savent où vous êtes allé. C'est utile dans le cadre de la lutte contre l'épidémie. C'est évident que ça peut servir aussi à autre chose, potentiellement. Mais en tout cas, dans le contexte actuel, c'est une manière très efficace de contrôler les déplacements. À l'entrée de la plupart des bâtiments, on vous prend la température. Ah, lui, il est équipé tout en blanc. Parfois, on tend simplement le poignet. Un peu plus inquiétant. Le poignet. Parfois, c'est beaucoup plus sophistiqué. Tout est enregistré en ligne. Et le régime chinois peut comparer les températures avec la reconnaissance faciale, plus difficile c'est vrai avec les masques, et avec la géolocalisation des téléphones. Aucun moyen, si vous êtes malade, d'échapper à la quarantaine. Chaque commerce, chaque lieu public participe à la traque. Résultat de cet impressionnant déploiement de moyens, la police de Pékin peut désormais fièrement affirmer qu'il n'y a plus aucun malade dans ces rues. Bon, là, je suis sur l'avenue Wang Fujin, c'est un peu les Champs-Élysées de Pékin. Ce qui est assez particulier avec cette avenue, c'est qu'elle est extrêmement surveillée par la police. Encore un camion de police, tous les 100 mètres sur cette avenue. Désormais, l'ennemi vient de l'extérieur. Donc là, on est en train de nous expliquer en fait toutes les mesures de précaution à prendre quand on va travailler, porter un masque, se laver les mains. Et alors là, vous avez un étranger, typiquement, en prison. Apparemment, il a menti sur sa déclaration. Il est revenu avec le virus, il ne s'est pas mis en quarantaine. Le méchant étranger, derrière les barreaux. La Chine, responsable de la propagation du virus, en ayant tenté de dissimuler le début de sa propagation, s'en prend désormais aux étrangers, devenus pour le régime la principale menace de rebond de l'épidémie. Une chose est certaine, c'est qu'il y a plus grand monde qui prend l'avion en ce moment. Vous voyez là, c'est la navette qui nous emmène à l'aéroport de Pékin. Déjà, les vols internationaux sont quasiment tous annulés, sauf les vols de la compagnie nationale, mais ils sont sous haute surveillance. Et donc, voilà, il n'y a personne dans ce train express qui nous emmène à l'aéroport, alors que d'habitude, il est plein. Il est désormais interdit pour les étrangers de se rendre en Chine. Le pays a totalement fermé ses frontières. Seuls les diplomates peuvent encore les franchir. Pour les Chinois qui rentrent chez eux, le traitement est sévère. Quarantaine systématique. Ils sont emmenés sous escorte policière dans des hôtels réquisitionnés où ils sont traités comme des pestiférés. La propagande pékinoise affirme même ces derniers jours que le virus serait en fait une arme bactériologique américaine. Le régime chinois est désormais prêt à toutes les manipulations pour tenter de faire oublier qu'il est à l'origine de cette pandémie mondiale. Retour à Taïwan, où Lucie est arrivée il y a quelques mois. La crise du coronavirus a été largement anticipée dans ce petit État insulaire.
Contrairement à l'Europe, la vie ne s'est jamais vraiment arrêtée. Une fois par semaine, Lucie retrouve Nicole, une étudiante taïwanaise, pour parfaire avec elle son mandarin et lui apprendre le français. Oui, très bien, merci. Impressionne-moi avec tes nouveaux mots. Le coronavirus. Dans la rue, les autorités ont ciblé tous les détails risqués, comme cette fontaine à eau. Elles étaient toutes bloquées dans le parc. C'est pour éviter la propagation du virus parce que les gens mettent leur bouche pour boire. Ok, oui. Bah, c'est vrai que c'est assez logique parce que c'est un vrai nid à microbes, tout ça. Ouais. Donc tant pis, j'irai la remplir autre part. Les transports en commun sont toujours en service. Bon, là, on arrive dans le métro, donc endroit confiné oblige. Je mets le masque. Ouais. Voilà. La discipline des Taïwanais est exemplaire. Les habitants ont en mémoire l'épidémie du SRAS, le premier coronavirus qui a frappé l'île en 2003. Taïwan se rappelait encore du SARS qui a eu conséquences graves ici en 2003. L'hôpital de Heping a été fermé. Des jeunes personnels médicaux sont morts. Après, qu'est-ce qui s'est passé? On pense que mieux faut prévenir que guérir. À la fin de l'épidémie de SRAS en 2003, le pays déplore 73 morts. Taïwan décide alors de créer un quartier général de lutte contre les épidémies. Un protocole de 124 mesures est organisé au cas où. Ces mesures ont toutes été mises en application dès janvier dans l'île. Parmi ces mesures, les prises de température systématiques à l'entrée des bâtiments publics. Grâce à cela, les écoles comme les universités n'ont pas fermé. Et donc depuis aujourd'hui, Nicole, il y a un nouveau système qui est mis en place. C'est l'application et le QR code. Nouvelle mesure ce jour-là, l'enregistrement électronique des étudiants à l'entrée. Chacun doit déclarer aux autorités son identité et sa température. N'importe qui peut mettre n'importe quelle température, même si elle n'est pas bonne, et rentrer dans l'université. Non, les Taïwanais, on ne monte pas parce que c'est trop important. À Taïwan, c'est la coopération systématique de chacun aux mesures de prévention qui permettent au pays de gagner la guerre contre l'épidémie. Ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai demandé à Nicole de comparer avec la situation en Chine, dont Taïwan s'est dissocié en 1949. Et elle n'a pas du tout voulu répondre à mes questions. Alors que c'est peut-être aussi ça, une des clés de réussite de Taïwan dans cette gestion du coronavirus, c'est la prévention, la communication, alors que la Chine, elle, retient l'information. En effet, alors que la Chine faisait tout pour censurer le début de l'épidémie, permettant alors son expansion, le gouvernement taïwanais, lui, joue la carte de la transparence totale. Ce n'est pas seulement deux modèles sanitaires qui s'opposent, ce sont deux choix de société. À Taïwan, quelles que soient les menaces, on pense que rien ne justifie les méthodes d'une dictature. Dans la préfecture de Kanagawa, à 2 heures de Tokyo, Constantin a retrouvé l'un des premiers médecins japonais à avoir été confronté à l'épidémie. Hello. Konnichiwa. Les mains sont très propres. Il n'y a pas de Covid-19 dessus. Début février, le docteur Junzo Ushiyama est intervenu à bord du Diamond Princess. Ce navire de croisière était mis en quarantaine dans le port de Yokohama avec 3700 personnes à bord. Là, c'est moi. Plus de 700 passagers ont été contaminés. J'avoue que quand je suis monté à bord du bateau et que je suis descendu pour voir les malades, eh bien, franchement, je n'étais pas bien. J'avais même peur. Mais on n'avait pas d'autre choix. Si on les avait laissés descendre, ils allaient répandre le virus partout dans le pays. À la fin du confinement, certains passagers ont circulé dans le pays sans avoir été testés par les médecins. Moi, je crois les autorités japonaises qui considèrent qu'il ne faut pas tester que les personnes ayant des symptômes. Les barrières sociales suffiraient, selon ce médecin, à contenir le virus.
À ce jour, le Japon ne compte que 43 morts du Covid-19. Dans la région du docteur Uchiyama, il n'y a aucun cas confirmé. Cette semaine, on a fait 21 tests. Oui, 21 tests. Des cas sérieux, avec symptômes. Mais aucun ne s'est révélé positif. Ça veut bien dire qu'au Japon, on n'a pas beaucoup de cas. But why there is so few people who have COVID-19? Parce qu'ici, au Japon, on ne mélange pas les vieux et les jeunes dans les hôpitaux. Les gens avec symptômes, on leur dit de ne pas venir. Dans les hôpitaux japonais, il y a 2 fois plus de places en réanimation par habitant que dans les hôpitaux français. De quoi tenir le choc si l'épidémie s'intensifie. À 40 km au sud de Tokyo, Constantin Simon s'est rendu dans la ville de Fujisawa, à la rencontre de personnes âgées. Au Japon, malgré l'épidémie, il n'est pas interdit de visiter les maisons de retraite. Je pense qu'en France, ça serait complètement impossible. Si vous allez voir vos grands-parents, vous êtes traités d'inconscients. Mais là, on a eu pas mal de chance. 28% des Japonais ont plus de 65 ans. C'est de loin la population la plus âgée au monde. Les pensionnaires semblent ravis de cette petite visite. Bonjour. Comment elle se sent aujourd'hui? Je vais bien, merci. Je suis content parce qu'elle n'a pas l'air d'avoir du tout peur de moi. Le directeur de l'établissement impose quand même quelques précautions. Désinfection des mains, retrait traditionnel des chaussures, comme dans toutes les maisons du pays. Au Japon, c'est une mesure d'hygiène essentielle. Avec ces précautions, M. Kato pense ne pas prendre trop de risques. Je suis un peu stressé, oui, mais vous savez, on a quand même modifié nos habitudes. On ne les emmène plus au centre commercial ni au restaurant. Mais tout n'est pas interdit. Monsieur Kato laisse ainsi entrer de petits invités. Des enfants jouent ici tranquillement avec les personnes âgées. Ici, et ils sont assez tranquilles là-dessus. C'est assez troublant, un peu étrange, un peu inquiétant presque. Je te prends la température? Alors, combien? On ne peut pas faire plus que les précautions d'usage. On prend la température. Peut-être que je suis porteur, mais que voulez-vous faire? On ne va pas les laisser seuls sans contact humain, sinon ils déprimeraient. Eiko a près de 90 ans. Cela fait 12 ans qu'elle réside dans cette maison de retraite. Jamais malade, elle est devenue la mascotte du personnel. Tu t'inquiètes pour ta santé, n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu fais de plus par rapport à d'habitude? En ce moment, eh bien, je nettoie, je désinfecte absolument tout. Car c'est ça qui me fait le plus peur, je crois. On ne va pas tomber non plus dans l'excès d'attention. Il y a d'autres maladies aussi à surveiller pour ces pensionnaires. Nous, on s'assure aussi de tout ça. Qu'ils prennent un peu l'air et qu'ils mangent bien. En cuisine, ce jour-là, c'est salade de wakame, des algues réputées renforcer le système immunitaire. Il y a une étude américaine qui a analysé cette algue et qui a prouvé qu'elle contenait des antivirus. J'en mets souvent dans la soupe ou la salade. Efficaces ou pas, elles sont au menu 2 ou 3 fois par semaine. Au Japon, l'alimentation est un élément très important de la santé publique. Le pays a la plus grande espérance de vie au monde. Retour à Taïwan. Lucie s'est rendue au quartier général de lutte contre les épidémies. Ici, tous les jours, les responsables du centre communiquent sur les éventuels nouveaux cas d'infection. L'âge, le sexe, leur trajet, tout est rendu public. Ce matin-là, ce sont 19 nouveaux cas qui sont signalés. Taïwan veut faire preuve de transparence. Tous les professionnels de santé partagent leurs données en temps réel. C'est une guerre de l'information pour tenir le virus à distance.
le docteur Zeng est l'un des médecins du centre. On a un système de laboratoire et de tests en réseau qui est très puissant. Ça nous aide à confiner très rapidement en cas de dépistage positif. Sans cela, on n'aurait pas pu contenir l'épidémie. Nous sommes en mesure de tester 3000 personnes par jour, ce qui est beaucoup pour Taïwan. Nous identifions très rapidement les cas. Les malades sont immédiatement confinés et leurs proches contactés. Mais la méthode taïwanaise va encore plus loin. Le pays a mis en place un traçage numérique des malades et des cas suspects. Lucie, notre journaliste, a pu rencontrer des Français récemment placés en quarantaine par les autorités taïwanaises. Bonjour. Bonjour. La semaine dernière, un de leurs proches a été diagnostiqué positif. Il est actuellement à l'hôpital. Les jeunes Français ont depuis reçu une stricte interdiction de sortir de chez eux. Aucune dérogation n'est possible. Pour se nourrir, ils doivent se faire livrer. Le CDC, donc Center of Disease Control, je crois, est venu ici et à chaque colocataire, on a eu tous une dotation de masques. On a eu justement un papier signé pour dire que nous étions d'accord sur le fait que nous allions respecter les consignes. Et on a tous eu un téléphone avec une connexion line directe avec le CDC et 3 fois par jour, on doit donner notre température et nos symptômes. De ce qu'on a lu en tout cas sur internet, ils sont géolocalisés et quand on est géolocalisé en dehors de l'appartement avec ça, c'est la police qui appelle et qui se met à la recherche de la personne en question. J'en ai été informé parce que quelqu'un a été détecté en dehors de l'appart alors que ça n'était pas le cas et du coup il a été contacté par la police qui est venue jusqu'au domicile pour s'assurer qu'il était bien là. C'est un peu comme un bracelet électronique. Au moindre écart, les Français risquent 31 000 € d'amende. Cette semaine, la police est déjà sévie. Un jeune Taïwanais, théoriquement en quarantaine, a été interpellé par la police en discothèque. Puis je dirais que la quarantaine, par définition, en fait, c'est une privation de liberté. Mais dans ce cas-là, c'est plus que nécessaire et je pense que le gouvernement taïwanais fait juste face, comme il peut, à une crise qui est globale. Et justement, et ça évite qu'on retrouve des gens dehors et qu'il y ait des personnes aussi qui rompent le système. Cette mobilisation générale, précoce, technologique, a permis à l'île de contenir l'épidémie. Cette semaine, seuls 250 cas étaient recensés pour près de 30 000 tests réalisés. Depuis janvier, le Covid-19 n'a fait à ce jour que 2 morts. Retour en Corée du Sud. Kim Byung-soo s'apprête à aller faire ses courses. Dernière étape avant de sortir, portez le masque. Direction le supermarché. Tout est prévu sur place pour se désinfecter comme d'habitude. Mais ce n'est pas tout. La technologie doit permettre de vous éviter de croiser le moindre malade. Tiens, je reçois une alerte. Un patient vient d'être confirmé positif. Il rentrait de l'étranger à l'aéroport. En ce moment, il est dans sa voiture, en train de rentrer chez lui, juste à côté d'ici. En cliquant, Byung-soo obtient tous les renseignements sur les cas aux alentours. Leur âge, l'historique de tous leurs déplacements, leur état de santé, leur adresse. Chacun des 10 000 cas du pays sont ainsi livrés au public. Ces derniers jours, il y a de moins en moins de cas en Corée. Mais parmi les gens qui viennent de l'étranger, il y a toujours des cas confirmés. Et ils sont mis en quarantaine. Cette transparence totale fait polémique dans la société coréenne. Mais pour l'heure, elle rassure le public et le gouvernement a décidé de la maintenir. Il y a plus de monde que je pensais dans le magasin. J'ai l'impression qu'on reprend un peu une vie normale. À la maison, après avoir désinfecté les courses, Byung-soo et son épouse se lavent les mains. C'est devenu une habitude. Ce soir au menu spaghetti, aucun problème pour en trouver dans les rayons. J'ai vu qu'il y avait plus de monde dehors. Il me semble qu'il y a plus de monde dehors par rapport à la semaine dernière.
Mais tout le monde porte toujours un masque. Pour le menu de demain, les courses seront faites en ligne. La grande distribution s'est adaptée. Elle propose un service de livraison ultra performant. Tout ce qui est commandé avant minuit sera livré sur le pas de votre porte avant 7 h du matin. L'avantage de cette livraison à l'aube, c'est qu'on n'a même pas besoin de croiser le livreur. Il nous dépose le tout devant chez nous pendant que l'on dort. Personnellement, j'utilise de plus en plus. On est passé désormais à une société sans contact direct. Ce mélange d'efforts publics et de technologie permet à la Corée un bilan incroyable, sans priver ses citoyens de liberté. Une centaine de morts seulement malgré 10 000 cas et aucune victime parmi le personnel soignant. Au Japon, aucun besoin de toutes ces technologies. Les traditions sont plus fortes que tout. Lorsque le printemps arrive, on se retrouve chaque année dans les parcs pour admirer les cerisiers. Allez Maya, fais pas ta grincheuse, s'il te plaît. Regarde les cerisiers. Regarde. La fleur de cerisier, précoce mais rapidement fanée, est un symbole de renaissance mais également d'insouciance. Pour la célébrer, on pique-nique dans les parcs. Constantin, le journaliste français, est surpris par l'affluence. Voilà, il y a beaucoup de monde dans le parc. C'est assez étrange. On n'a pas l'impression qu'il y a une crise sanitaire mondiale. On dirait qu'il y a beaucoup d'insouciance ici. Rien n'a changé. Nous sommes dans le parc de Yoyogi, à côté des sites olympiques qui devaient accueillir cet été les Jeux de Tokyo. Ils sont annulés, mais cela n'inquiète pas grand monde. Pourtant, au pied des cerisiers, les autorités ont affiché clairement la consigne. Les participants sont plutôt jeunes. Par précaution, beaucoup de personnes âgées ont préféré tout de même éviter un ami. C'est comme cela que l'on appelle la fête des cerisiers. Évidemment, j'ai des copines qui ont préféré ne pas venir cette année. Elles se sont abstenues car elles ne voulaient pas prendre de risques. Mais nous, ça nous tenait à cœur. Et puis, on fait toujours attention à bien se nettoyer les mains. La propreté, ça fait partie de notre quotidien. Le grand secret des Japonais, ça serait donc leur propreté. Ce groupe d'amis veut en faire la démonstration à Constantin. Oui, bien sûr, je l'utilise tous les jours. Ça serait peut-être une des raisons pour lesquelles le coronavirus ne se développe pas au Japon. C'est que c'est un peuple très propre. Hey, mais c'est 100 yens en cette période de crise. Oh, please for free. Non, I can touch you. Bon, ben vous pouvez me prendre dans vos bras. Bon, alors ça peut paraître assez confus, hein, avec beaucoup de gens, beaucoup de monde. Mais en fait, comme toujours, les Japonais sont très organisés. Il y a des bâches en plastique. Les chaussures sont à l'extérieur de la bâche. Ils ont beaucoup de petites serviettes, de choses pour nettoyer. Et puis, une fois que c'est terminé, en fait, tout est empaqueté et il n'y a plus aucun détritus. Propreté radicale, salutation à distance, sans embrassade, sans même aucun serrage de main. Les habitudes du Japon ressemblent à nos mesures barrières. Mais cela suffit-il vraiment à contenir l'épidémie? Il y a quelques semaines, pendant le pic de l'épidémie en Chine, Sébastien Le Belzic était venu dans le centre-ville de Pékin pour constater que tout était à l'arrêt. On est dans le quartier de Gongti Sanlitun, qui est un des quartiers les plus, normalement les plus vivants de Pékin. Ce vendredi après-midi, les gens normalement se préparent à sortir, à aller au restaurant, dans les magasins. Et là, vous voyez autour de moi, il n'y a personne, absolument personne. Les gens restent calfeutrés chez eux. Il faut dire aussi que tous les magasins quasiment sont fermés, donc il n'y a pas grand-chose à faire à Pékin. Ce qui donne une atmosphère un peu
un peu particulière. Cette semaine, il est revenu au même endroit. Pékin presque normal, avec son voile de pollution, sa circulation, et les gens qui sortent pour faire quelques courses ou essayer de se rendre au travail. Mais voilà, rien que le fait que la pollution ait repris aujourd'hui, les voitures circulent à nouveau et la vie reprend doucement. La vie pékinoise reprend des couleurs. Les restaurants ne sont pas encore tous pleins, mais celui-ci a réouvert ses cuisines avec gourmandise. Notre cuisine, c'est la cuisine cantonaise. Mes spécialités, ce sont les plats rôtis et laqués, comme le canard laqué ou cette oie rôti. J'ai eu un prix national pour cette recette. Fermé quelques semaines, ce restaurateur veut se relancer en profitant du passage pour proposer des plats à emporter. Je suis très confiant. Les chiffres de contamination sont très prometteurs désormais. On est sorti d'affaires. Je pense que la Chine est le seul pays capable d'un contrôle pareil de la population. C'est comme ça que nous avons contenu l'épidémie. Les centres commerciaux se remplissent chaque jour un peu plus. Les magasins sont tous ouverts. Nous voici à Sanlitun, mélange de boutiques de luxe et de restaurants à la mode. Bien sûr, il faut passer des contrôles. Voilà, c'est bon. Là, on est en territoire safe. Mais les affaires ont repris. Voilà, 1 mètre de distance de sécurité entre chaque client. Et du coup, on peut quand même aller à l'Apple Store, puisque les Apple Store sont fermés dans le monde entier, sauf en Chine. C'est un peu l'ironie de l'histoire, puisque c'est ici qu'ils avaient fermé les premiers, mais maintenant ils sont rouverts. Ce n'est pas encore vraiment la vie normale, mais ça y ressemble de plus en plus. Franchement, aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Plus de stress. Pour moi, presque tout est rentré dans l'ordre. La seule chose qu'on fait encore pour se protéger, c'est éviter les grands rassemblements. Ou au moins, ne pas rester trop longtemps dans les endroits très fréquentés. C'est tout. Je ne ressens plus aucun problème. Je pense que la France a une bonne infrastructure médicale. Alors il ne devrait pas y avoir autant de morts chez vous. Mais alors, pourquoi vos chiffres continuent à monter? Je pense que c'est parce que les Français n'écoutent pas. C'est peut-être à cause de votre système politique. Je pense que nous avons des différences culturelles. De votre côté, on est plus individualiste. Ici, on est plus tourné vers le collectif. Avec cette perspective, je peux comprendre que nous vivions dans des systèmes différents. Mais dans des périodes critiques comme celles que nous vivons, il est probablement nécessaire de prendre du recul, donner la priorité au collectif et ne pas prendre des décisions basées sur des perspectives individuelles. C'est peut-être le point commun entre ces 4 pays asiatiques, pourtant si différents dans leur culture et dans leur réponse face à l'épidémie. L'idée d'une communion collective face au danger. Pas de polémique stérile, même dans des démocraties vivantes comme Taïwan ou la Corée du Sud. Pas d'individualisme face à l'intérêt général. À part au Japon, où la situation n'est pas stabilisée, ces pays sont en train de vaincre l'épidémie. Peu de morts, quasiment plus aucun nouveau cas. C'est un message d'espoir pour tous ceux qui se confinent à travers le monde. Le coronavirus bouleverse nos vies, mais l'Asie nous montre peut-être le chemin pour nous en sortir.